Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, la coopération guinéo-américaine se renforce dans le domaine maritime. Les deux parties unissent leurs forces pour lutter contre la piraterie, le terrorisme et autres actes illicites. Santé et apparition de la rougeole, plus de 80 enfants sont touchés à travers le pays. Des stratégies de riposte rapide sont en élaboration par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les enfants non vaccinés sont les plus exposés. Et puis, accident tragique à Conakry ce matin, un camion de transport perd le contrôle et finit sa course dans une maison familiale. Bilan, 5 morts, 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels. Encore une fois, bienvenue à tous. Tenu ce jeudi de la session ordinaire du Conseil des ministres, plusieurs sujets d'intérêt national étaient à l'ordre du jour. C'est le chef de l'État qui a présidé la rencontre. À propos, voici le compte-rendu du porte-parole du gouvernement commenté par Bernard Tonguino. Les membres du gouvernement réunis autour des chefs de l'État pour passer en revue l'ensemble des questions relatives à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'exercice s'ouvre par la communication du président de la République. Le président de la République a demandé aux autorités en charge de l'éducation nationale de communiquer sur les engagements du gouvernement au titre des accords de sortie de crise conclus avec des syndicats de l'éducation, tout en insistant sur le fait que toutes les dispositions convenues sont prises en compte par les autorités publiques concernées. Le chef de l'État a rappelé ces directives concernant le sérieux et l'anticipation qui doivent caractériser la négociation des contrats liant l'État à des opérateurs privés afin d'éviter la survenance d'événements imprévus pouvant amener à la conclusion d'avenants dont les effets induits pourraient amener à fausser les prévisions budgétaires de l'État. Le président de la République a insisté de nouveau sur l'urgence et la priorité que revêt l'amélioration significative des conditions d'organisation du pèlerinage musulman. Il a notamment déploré les souffrances endurées par de nombreux candidats au Hajj, exigé que sur la base d'une large concertation nationale, des mesures correctives soient immédiatement prises dans le but de permettre à nos compatriotes d'effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Le président de la République a instruit le gouvernement d'informer largement l'opinion sur le rôle de la mission d'appui à la mobilisation des ressources intérieures MAMRI et rassurer quant à la complémentarité entre cette entité chargée d'aider et d'impulser la collecte des ressources publiques et les régies financières chargées, elles, de la perception des taxes, impôts et autres recettes de l'État. Le chef de l'État a appelé tous les services impliqués dans le contrôle de qualité des marchandises importées à une concertation urgente au fin d'arrêter des méthodes et procédures efficaces pour mettre un terme à la mise sur le marché guinéen de produits prohibés ou périmés. En prélude à la prochaine session des lois de l'Assemblée nationale qui s'ouvrira en début d'avril 2019, le président de la République a demandé aux membres du gouvernement d'observer scrupuleusement les procédures et délais légaux de dépôt de dossiers auprès des instances de la représentation nationale. Il a instruit chaque ministre à transmettre au secrétaire général du gouvernement son propre agenda de travail normatif exercice 2019, au plus tard le 8 mars 2019. L'objectif visé par cet exercice est d'assurer une meilleure planification du travail gouvernemental en vue d'une amélioration de la qualité des actes législatifs et réglementaires. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller à promouvoir un développement équilibré du territoire national de manière à ce qu'aucune région du pays ne soit ni discriminée ni privilégiée dans nos projets de développement. Au titre du deuxième point à l'ordre du jour, le compte rendu de la session ordinaire du dernier conseil interministériel, un compte rendu fait par le Premier ministre, chef du gouvernement. Plusieurs autres chefs de département exposent sur des projets de décrets. Le gouverneur de la Banque centrale a soumis pour examen le projet de décret fixant les statuts du Fonds de garantie hypothécaire de Guinée. La ministre de l'Action sociale, elle, communique sur les préparatifs de l'organisation prochaine de la journée du 8 mars, fête internationale des femmes. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, quant à lui, annonce les couleurs de la prochaine conférence diplomatique prévue
à Conakry. Le gouverneur a indiqué que pour l'organisation et le fonctionnement du Fonds de garantie hypothécaire de Guinée, il est prévu 3 organes d'administration et de gestion. Le conseil d'administration, la direction générale et le comité de crédit. Il a précisé que l'objectif visé par ce fonds est à la fois de développer les infrastructures financières nécessaires à la mise en place d'une politique immobilière efficace et inclusive et de fournir des garanties et prêts hypothécaires aux populations guinéennes désireuses d'acquérir un logement. La ministre de l'Action sociale et de la promotion féminine et de l'enfance a informé que les réunions préparatoires se sont tenues et ont enregistré la participation de l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les représentants des départements ministériels, des institutions internationales, des ONG et de la société civile. Elle a souligné qu'à l'issue des débats, plusieurs activités à réaliser sur le terrain ont été identifiées. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, qui a fait une communication relative à l'organisation de la conférence diplomatique prévue à Conakry. Le ministre a annoncé que l'objectif visé par cette conférence est de bâtir sur le socle des acquis enregistrés une administration des affaires étrangères plus performante, plus efficace et plus efficiente au service de l'émergence de la Guinée. Elle définira également les politiques et stratégies que devra suivre l'appareil diplomatique pour mobiliser des ressources et promouvoir la destination Guinée conformément aux priorités et objectifs contenus dans le plan national de développement économique et social PNDES 2016-2020. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale et internationale. Restons dans les murs du palais Sékou-Touréa. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience ce jeudi le footballeur international Didier Drogba. La star ivoirienne était accompagnée du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. L'ancien sociétaire de Chelsea a expliqué au professeur Alpha Condé son ambition d'investir en Guinée. Compte rendu d'audience, Abdul Karim Condé, bureau de presse de la présidence de la République. L'international ivoirien Didier Drogba s'intéresse à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Guinée en 2025. C'est dans ce cadre qu'il séjourne dans notre pays. Il a été reçu ce jeudi par le président de la République, professeur Alpha Condé. Didier Drogba a été introduit auprès du chef de l'État par le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Sanusi Bantamasso. Comme le peuple de Guinée le sait, en 2025, nous allons organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en tant qu'homme d'affaires, nous avons discuté sur la réalisation des infrastructures sportives, mais de l'autre côté, nous avons discuté avec son partenaire, qui est le patron de la Vista Bank, qui est décidé à nous accompagner sur le plan financier en vue de réaliser ce grand projet que tous les peuples de Guinée attendent. Simon Timtor, président directeur régional de Vista Bank, a rassuré le chef de l'État de l'engagement de sa banque à soutenir la Guinée dans son plan de développement. Nous sommes engagés aussi à supporter la structuration et le financement de la CAN dans tous ces États. Nous avons discuté avec le ministre des Sports et nous espérons dans les jours prochains avoir un projet concret pour pouvoir avancer, pour soutenir en fait la Guinée dans cette initiative africaine qui est très noble et que nous supportons. La star ivoirienne Didier Drogba, satisfait de la rencontre avec les autorités guinéennes, a manifesté son attachement à la Guinée. Didier Drogba veut investir dans le sport, mais aussi dans l'économie. Je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui et d'avoir eu l'honneur de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence le Premier ministre aussi et à mes côtés le ministre des Sports, pour leur faire part de mon désir et de l'engagement que j'ai pris avec Vista Bank en tant qu'investisseur et par cet engagement-là, montrer l'intérêt qu'il y a pour la Guinée, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan sportif aussi, avec la CAN 2025 qui va se préparer et qui, je pense, est un énorme vecteur de croissance, que ce soit au niveau des créations d'emplois et au niveau du sport lui-même et d'implication de la jeunesse. Donc j'espère revenir ici sur invitation bien sûr
du ministre des Sports et pouvoir apporter ma petite contribution à l'épanouissement de cette jeunesse et au développement de la Guinée dans son plan. Les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 s'annoncent bien en Guinée. Célébration d'un anniversaire. La monnaie guinéenne a 59 ans de maturité et de souveraineté ce 1er mars. L'événement est marqué cette année par la mise en circulation d'une nouvelle coupure de billets de 2000 francs et des billets de 10 000 améliorés. À propos, le gouverneur de la Banque centrale a fait une déclaration sur la santé de notre monnaie. Il est au micro de Babou Bakar. 1er mars 1960, 1er mars 2019, la monnaie guinéenne a 59 ans. 59 ans d'autonomie, mais aussi de souveraineté et de fierté nationale. À cette occasion, le gouverneur de la Banque centrale a fait une déclaration dans laquelle il salue les fondateurs et remercie les acteurs qui ont participé à la gestion de cette monnaie. Dr Lunseni Nabé a parlé également des 5 étapes qui ont marqué le changement de signe monétaire de 1960 à 1985, avec notamment le passage du franc CFA au franc guinéen, puis du franc guinéen même en 1963, suivi du Cili en 1972 et 1981 et le passage du Cili en franc guinéen en avril 1981 et 1986 à l'occasion de la grande réforme libérale amorcée lors du discours programme du 22 décembre 1985 du feu général Lansana Conté. Le gouverneur de la Banque centrale a largement expliqué les raisons des changements monétaires intervenus de 2015 à 2019 et annoncé de nouvelles coupures de billets à mettre en circulation dès vendredi. Les autres changements de signes monétaires qui ont suivi ont consisté en une évolution de la famille de billets dans le sens du renforcement des éléments de sécurité et du redimensionnement des coupures avec en filigrane l'introduction de nouvelles dénominations. J'ai l'agréable plaisir de porter à la connaissance du public que ce 1er mars 2019, la Banque centrale de la République de Guinée met en circulation de nouveaux billets de 10 000 francs guinéens redimensionnés. De même qu'elle introduit pour la première fois une coupure de 2 000 francs guinéens. Signalons que la Banque centrale a réussi ces dernières années à maîtriser l'inflation, à créer le Conseil national de l'épargne et du crédit, à créer des textes d'application du Code des assurances, un système de paiement moderne. Elle envisage également la création d'une société d'assurance agricole cette année. Coopération face à la montée en puissance de la piraterie, du terrorisme et autres actes illicites dans l'espace maritime sous-régional, la Guinée renforce sa coopération avec les gardes-côtes américains. Une coopération subie à des évaluations périodiques pour la mise en œuvre effective du code ISPS de sécurité des navires et des installations portuaires à Conakry et à Kamsara. Fodé Camara, compte rendu. Dans l'estuaire du Rio Nunez, le port de Kamsara dispose de 17 km de chaîne d'accès, complètement balisée. Une plateforme où des dispositions de sécurité, des navires et des installations sont scrupuleusement observées. Une clôture conventionnelle délimite le périmètre portuaire et la capacité des unités de surveillance de la CBG est renforcée par des séances de formation sur place et à l'étranger pour une exportation sécurisée des 18 millions de tonnes de bauxite prévues cette année. On assure nos échanges commerciaux sans danger. On assure nos échanges techniques, opérationnels sans danger, non seulement avec les autres usagers du port, mais aussi avec tous les navires qui y font escale dans le port de Kamsara. Avec les autorités du port de Kamsara, le garde-côte américain Stephen Barry a partagé sa riche expérience en sûreté maritime internationale. Une dizaine d'années consacrée à la vulgarisation des bonnes pratiques sécuritaires en Asie, aux Caraïbes, au Moyen-Orient et en Afrique. La coopération entre la Guinée et les États-Unis et la garde-côte américaine des États-Unis est toujours très bonne. Nous avons une très bonne relation pour assurer la protection, la sécurité et la sûreté des marchandises transportées entre nos deux pays. Si les normes de sécurité, de sûreté et de sécurité ne sont pas respectées au niveau des ports, un navire qui quitte la Guinée par exemple, arrive aux États-Unis, peut retarder beaucoup de jours et ça crée des surcharges. Ça crée des surcharges sur le fret qui est à bord du navire. Mais si les normes de sécurité sont respectées, les autorités des gardes-côtes trouvent que les normes de sécurité sont respectées, le navire ne fera même pas 24 heures pour accéder aux différents ports des États-Unis. Après Kamsara, le port autonome de Conakry
Une plateforme de transit des marchandises sillonnée depuis une dizaine d'années par les gardes-côtes américains pour l'évaluation des dispositifs de sécurité du code ISPS pour lutter contre la piraterie et le terrorisme. Une exigence du commerce international mise en œuvre en Guinée dans un esprit de mutualisation des efforts pour conforter l'action de l'État en mer. Il se trouve que depuis quelques mois, nous recevons beaucoup de satisfecit de la part des délégations des gardes-côtes américains. Ce fut le cas il y a à peu près 6 mois. Aujourd'hui aussi, vous avez écouté les propos qui sont des propos relativement flatteurs de cette délégation qui estime que des efforts sérieux sont fournis par les autorités guinéennes au niveau tant du port autonome de Conakry qu'au niveau du port de Kamsar pour observer les différentes dispositions prévues dans le code ISPS qui est une référence, un standard auquel les gardes-côtes américains soumettent la plupart, ou je dirais tous les ports du monde. Le code ISPS est un outil de coopération maritime susceptible de renforcer la sécurité dans la navigation maritime et fluviale dans le golfe de Guinée. Déjà, une station côtière est en cours d'installation pour une surveillance en permanence de nos 350 km de façade maritime située sur l'une des routes maritimes internationales les plus fréquentées. Secteur minier en région forestière, la société Sama Ressources Guinée a procédé à la restitution de l'étude d'impact du projet d'exploitation de graphite de Lola. Cette étude a porté sur l'impact environnemental et social avant le lancement des travaux d'exploration et l'obtention du permis. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara, explication. 2 ans après la fin des études d'impact environnemental du projet d'exploitation du graphite de Lola, l'heure est à la présentation des résultats. Devant les techniciens du Bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale, les responsables de la société Sama Ressources Guinée, SRG, présentent le projet dans son domaine d'investigation et les activités de la société dans les sites d'intervention. Autre facette de cette rencontre, le respect des procédures de réalisation de cette étude. L'étude d'impact fait partie du processus pour l'obtention de permis d'exploitation. Donc c'est l'aboutissement de 2 ans de travail où tous les impacts ont été évalués et des mesures de compensation sont présentées. Mais c'est ce que nous espérons, c'est d'avoir notre licence environnementale et de pouvoir déposer la demande de permis d'exploitation le mois prochain. L'idéal de cette rencontre est de mieux informer la population locale et les responsables au haut niveau sur le contenu de ce document simplifié, un document auquel l'État accorde le certificat de conformité environnementale. De mon point de vue, le rapport est globalement acceptable, mais il y a certaines insuffisances que le consultant doit corriger. Premièrement, je n'ai pas vu le plan de fermeture et de réhabilitation après exploitation. Deuxièmement, le plan de gestion environnementale et sociale qui accompagne l'EIS n'est pas budgétisé et il n'est pas planifié dans le temps. Et les responsables, n'est-ce pas, qui doivent exécuter les activités liées à la mise en œuvre des mesures de mitigation, des mesures d'atténuation, de compensation, de réduction des impacts négatifs, ne sont pas identifiés. Pour le moment, la brochure, nous l'avons vue, elle est bien faite. Le contenu, il y a des discussions là-dedans, parce que nous leur avons dit que nous ne sommes pas là pour détruire un travail. Nous allons le regarder de façon très consciencieuse pour que ce soit dans les normes, tant pour le promoteur lui-même que pour le gouvernement et en même temps que pour la communauté à la base. Les études d'impact environnemental sont terminées. L'entreprise compte lancer les travaux d'ingénierie les mois à venir. La première production est attendue à partir de 2022 dans la préfecture de Lola. Et ce coaching à Conakry de la gente féminine sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pendant 6 semaines, ces femmes ont été formées sur l'utilisation du digital en vue de mieux adapter leurs entreprises aux nouvelles approches de l'heure. C'est une action pilotée par l'ONG Women Africa et Madame Digital. Il vise à soutenir les femmes dans l'autonomisation. Yara Diallo, Adama Elsa Traoré.
Le textile, la saponification, la coiffure, le maquillage, le maraîchage et bien d'autres activités sont des domaines dans lesquels les femmes guinéennes évoluent à ce jour. Avec la révolution numérique en cours, les femmes sont ici pour placer les nouvelles technologies au cœur du développement de leurs activités. Face à elles, le ministre rassure de l'engagement de l'État à faciliter le développement de leur initiative par le biais du numérique. Nous avons un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de facilités qui sont mises en place. Nous nous engageons à mettre ces facilités à la disposition des femmes. Nous avons un laboratoire, un centre d'incubation au niveau du ministère. Je les invite toutes à venir nous exposer leurs projets et nos ingénieurs, nos jeunes techniciens seront à leur disposition pour développer des applications leur permettant de mieux faire ce qu'elles font actuellement. Dans la vision, entre autres, du développement du numérique au service des initiatives féminines, El Coaching est créé pour davantage soutenir les femmes. Un espace à travers lequel elles sont mieux orientées sur la manière d'entreprendre, de gérer leurs activités ou de comprendre comment utiliser le numérique à leur avantage. C'est un format coaching où donc des femmes entrepreneurs guinéennes pendant 6 semaines ont eu l'opportunité de faire des sessions avec des coachs qui étaient spécialisés surtout sur les questions du digital en fait, du numérique et il s'agissait d'outiller ces femmes sur l'utilisation du numérique pour développer leur activité entrepreneuriale. Ce programme m'a permis une ouverture non seulement côté business, en même temps un développement personnel. Donc j'ai suivi des modules qui m'ont permis de corriger des erreurs que je commettais pendant que j'exerçais mon boulot. Le coaching prend peu à peu place dans les sociétés africaines. Désormais, avec les différentes expériences partagées et les coachings reçus, ces entrepreneurs se disent prêts à redémarrer et s'engagent même à nouer des partenariats entre elles pour leur épanouissement. Au même moment, d'autres femmes aussi recevaient de l'appui pour renforcer leur autonomisation. Il s'agit des groupements féminins de Sonfonia et de la préfecture de Koya. Ils bénéficient, ces groupements, d'un important lot de matériel agricole en vue d'intensifier leur production maraîchère. C'est un geste de l'organisation Twin, partenaire du ministère de l'Agriculture. Reportage signé Giamo Kaba. Sur le périmètre maraîcher de Sonfonia, commune de Ratoma, évoluent plusieurs groupements maraîchers de femmes. Ils cultivent des produits vivriers pour générer des revenus, mais aussi approvisionner les ménages de la capitale. Pour aider cette corporation à booster sa production, l'organisation Twin offre des outils agricoles à ces femmes. Sans ces matériels, nous ne pouvons pas travailler. Ce tapis a une importance pour nous parce que c'est ce qui nous permet d'augmenter la production pour nourrir nos familles respectives. On a essayé d'abord de commencer avec 3 groupements aujourd'hui où ils sont en train de bénéficier des petits outillages maraîchers et aussi qui sont aussi suivis progressivement pour voir les résultats qu'ils vont poser aussi pour qu'on puisse aussi élargir les actions au niveau de la basse-côte. Nous voulons que vraiment ces femmes-là puissent se prendre en charge, surtout sur le plan de l'autonomisation des femmes. Cet appui vient conforter l'autonomisation des femmes du pays. Ces femmes seront maintenant épargnées à certaines difficultés au niveau de leur site. On essaie toujours d'améliorer la maîtrise qu'elles doivent avoir dans la mise en œuvre de leur programme et pour augmenter le rendement. Cette politique agricole commune vient en appui à la formation de 3 groupements maraîchers. Il s'agit des groupements La Paix de Sonfonia, Sabou Fani et celui de l'Amfema de Koya. En décembre 2018, ils ont appris la technique du maraîchage et la fabrication des engrais organiques pour assurer la production locale et renforcer la résilience des ménages vulnérables. L'actualité sanitaire, c'est la détection de plusieurs cas de rougeole dans certaines localités de la Guinée. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 84 enfants sont touchés par la maladie à Conakry, Nzérékoré et Labé. Les enfants sont les plus exposés à la pathologie qui touche principalement ceux qui ne sont pas vaccinés. Des stratégies sont en cours d'élaboration pour une riposte rapide. Des précisions avec Hadia Toubari.
Une nouvelle flambée de rougeole de nouveau notifiée en Guinée. Une dizaine de districts sanitaires du pays sont jugés zones épidémiques par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans ces zones, plus de 200 enfants suspects de la rougeole ont été recensés. 84 d'entre eux sont atteints de la maladie. Avec la transmission rapide de la rougeole, l'urgence d'une riposte rapide s'oppose. Nos gens qui sont dans nos centres de traitement épidémiologique ont le protocole de traitement de toutes ces maladies à potentiel épidémique. Donc les enfants là sont hospitalisés directement dans ces centres. Bien sûr, certaines préfectures commencent d'abord, avant qu'on sache que c'est la rougeole, dans les salles de pédiatrie, mais dès que le diagnostic est établi, on le transfère dans ces centres. Donc ces centres-là, c'est l'ANSS qui a en charge de les ravitailler en produits et en médicaments. Actuellement, nous sommes sur ça. Chaque 3 mois, on revoit leur stock et on les envoie les produits et tous les médicaments nécessaires pour atténuer l'effet de la maladie. Maladie évitable par la vaccination. La persistance de la rougeole en Guinée s'explique par le faible taux de couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans. Seulement 25% des enfants ont reçu correctement toutes les doses vaccinales dans tout le pays. Au niveau des zones épidémiques, l'Agence nationale de sécurité sanitaire entame le contrôle de la propagation de la rougeole par la vaccination en ceinture. Ils viennent de donner même 850 motos pour les postes de santé afin qu'on puisse rejoindre les localités les plus reculées pour atteindre chaque enfant parce que c'est leur droit. Mais c'est comme un malade. Si on ne présente pas les enfants ou on les cache, c'est pas bon. Et j'invite même les ressortissants des différentes localités à s'impliquer dans la sensibilisation pour que chaque enfant puisse être correctement vacciné en République de Guinée. La saison cheste est considérée comme une période de haute transmission de la rougeole qui touche aussi bien les enfants que les adultes. Mais les enfants constituent la couche la plus exposée à la contagion de la maladie. La pathologie se manifeste par une forte fièvre accompagnée d'une éruption cutanée et de conjonctivite. Le plus souvent, les symptômes apparaissent après 14 jours de la transmission de la maladie. Le manque de prise en charge immédiate du patient peut conduire à des complications comme la perte de l'organe auditif et de vision. Toujours Santé, Kindia et Kankan sont parmi les régions les moins favorisées en termes de couverture sanitaire. C'est du moins le constat fait par les spécialistes. Et pour favoriser l'accès des populations de ces localités aux services de santé de qualité, le gouvernement et ses partenaires décident de multiplier leurs actions dans ces zones. Reportage ça à Maratolno. Une récente étude sur la santé indique que la Guinée enregistre un taux de mortalité maternelle et infantile de 550 pour 100 000 naissances vivantes. Dans les zones rurales, le constat montre un taux encore plus élevé, notamment dans la région de Kankan, où la mortalité infantile est de 194 pour 1000 naissances vivantes. Pour faciliter l'accès des populations aux services de santé maternelle, infantile et néonatale dans les régions de Kankan et de Kindia, le gouvernement et ses partenaires décident de multiplier des interventions. Dans le cadre du développement de la complémentarité, de la prise en charge de tous les besoins conformément aux orientations du gouvernement, il a été décidé de concentrer le nouveau projet axé sur la santé reproductive dans les régions de Kankan et de Kindia qui ont des indicateurs très faibles. Pour la région de Bouquet, la situation sera prise en charge par la coopération allemande, précisément à travers la KfW. Ces projets de renforcement des services et capacités sanitaires du gouvernement devraient permettre d'offrir des soins de qualité aux populations des zones de Kindia et Kankan. Autrement que le projet va agir au niveau de plusieurs compartiments. Renforcement de capacités au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau des DPS, la disponibilité des médicaments, qui est un atout majeur pour toute action de santé. Il y aura également même des actions extra-santé telles que l'adduction d'eau, des forages seront réalisés dans différents endroits au niveau des centres de santé. Il y a également l'électricité à travers des panneaux solaires.
La rencontre de ces acteurs est un cadre pour définir les stratégies d'intervention en vue d'atteindre cet objectif. L'actualité dans le pays profond, 50 cases calcinées, des animaux domestiques et des denrées alimentaires parties en fumée. C'est le triste bilan d'un feu mystérieux qui s'est propagé à Ganfou. C'est dans la préfecture de Mamou. Une mission du gouvernement s'est rendue sur les lieux pour soutenir les victimes. Mamadou Pate Baldé est notre correspondant dans la région de Mamou. Le secteur de Ganfou, sous-préfecture de Leimiro, dans la préfecture de Pita. C'est ici qu'un fait mystérieux a ravagé plus de 50 cases, mais également des denrées alimentaires et des animaux domestiques. L'acte s'est produit le 26 février dernier, en pleine journée, au moment où les habitants de ce village étaient à la recherche du quotidien. Tout est venu sur un vent sous forme de l'orage. Le vent est venu violent. Avec le feu, nous pensons que c'est mystérieux. Mais le feu a ravagé toutes les cases ici. Toutes les cases est partie en fumée. Tous les animaux. Nous n'avons même pas un abri où passer la nuit. Nous avons été surpris sous un soleil ardent par un feu violent. Nous avons décidé de sauver les enfants que de s'occuper des bagages. Rien n'est sorti. Actuellement, nous passons la nuit au dehors. Nous félicitons le gouvernement pour cet appui et sollicitons aussi de l'aide de tout le monde. Très affecté par cette catastrophe naturelle, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, en partenariat avec l'UNICEF, a offert une importante quantité de denrées alimentaires et autres matériels de secours aux victimes en vue de surmonter le moral. Le constat est très amer. Ce feu d'origine inconnue s'est abattu sur ce village et ce feu a ravagé tout sur son passage. Les populations sont vraiment des populations sinistrées. Toutes ces populations aujourd'hui sont en train de passer la nuit à la Belle Étoile. Et des quêtes sont en train d'être organisées pour venir en aide à ces populations, puisque bientôt nous savons que les pluies vont tomber et notre souhait le plus ardent est que la pluie ne trouve pas cette population dans cet état. C'est un feu mystérieux qui est venu s'abattre et détruire tout sur son passage. Cela est très écœurant, c'est pourquoi le président le plus sensible, n'est-ce pas, aux difficultés, aux préoccupations de la population, a dépêché une mission ici pour venir constater et leur apporter un peu d'appui. C'est la première fois qu'un feu mystérieux se produit ici à Ganfou, contrairement aux localités de Gongoré, Massi et Ningelandé dans la préfecture de Pita, où ce genre de catastrophe naturelle est fréquent. À quelques mois seulement des grandes pluies, les habitants de ce village s'activent à la reconstruction de leurs maisons avec le concours des autorités locales, des bonnes volontés des ressortissants et les villages voisins. SOS donc pour le village de Ganfou. Retour à Conakry avec cette autre tragédie. 5 morts et 3 blessés graves, tous membres d'une même famille. C'est le macabre bilan d'un accident de la circulation survenu tôt ce matin au quartier Yataya dans la commune de Ratoma. Un camion de transport a fini sa chute dans une maison familiale. C'est un élément traité sous forme de télégramme d'un Guinée en bref, commenté par Younusa Tawel Kamara. Il a choisi de rendre hommage à une héroïne de la lutte pour l'indépendance nationale. L'artiste André Flamy expose sur la vie et le rôle militant de Mbalia Camara, assassiné en février 1955. Au cours de cette conférence débat avec les élèves du lycée Donka, André Flamy met l'accent sur cette héroïne dont le combat constitue aujourd'hui une source d'inspiration et de fierté pour la gente féminine. En fouillant dans l'histoire de la Guinée, on a compris le combat des femmes, mais aussi des artistes dans le processus de développement et des indépendances. Et c'est dans cette optique qu'on a voulu lancer ce projet ici au lycée Donka pour parler de la vie de Mbalia Camara, mais aussi pour inciter les jeunes à l'éducation, pour inciter les jeunes à travailler, à s'insérer dans la dynamique du développement qui est aujourd'hui une dynamique qui interpelle aujourd'hui toutes les forces vives de la nation.
C'est le premier forum international des personnes sourdes et malentendantes de l'Afrique qui se tient ici à Conakry. Objectif, mettre en place le bureau de la Fédération internationale des personnes sourdes et malentendantes de l'Afrique. C'est le Guinéen Alpha Boubacar Diop qui est le nouveau président de cette fédération. La rencontre ici présente avait deux objectifs principaux. Premièrement, c'était pour faire un échange d'expérience entre les différents participants afin de tirer les conclusions ou l'état de lieu sur l'éducation spécialisée et inclusive sur le plan africain. Dans la région administrative de Boké, l'élevage constitue l'une des principales activités. Les acteurs de cette filière, en partenariat avec la Chambre nationale de l'agriculture, entendent redynamiser le secteur par la mise en place d'un bureau régional des éleveurs. C'est un long processus qui a commencé depuis 2017 par des congrès organisés au niveau des régions et la prise de décision pour la mise en place des fêtières, des organisations professionnelles du secteur de l'élevage. Douleur et consternation dans le quartier Yatea Fossidé. Ce matin, aux environs de 5 heures du matin, un camion remorque en provenance de la T6 avec tout son contenu est venu percuter une maison. Le bilan est très lourd. On dénombre 5 morts pour le moment et 3 autres blessés graves. Selon les témoignages, la défaillance du système de freinage serait à l'origine de ce drame. Les victimes seraient toutes membres de la même famille. Et cet important lot de fournitures scolaires et du matériel informatique pour les élèves de Débélé dans la préfecture de Kindia. C'est un don de la compagnie Russal CBK pour qualifier le système éducatif dans la localité. La cérémonie de remise avec Mohamed Saliouba. Cet établissement scolaire de plus de 1000 élèves est le fruit de l'investissement de la compagnie minière Russal CBK dans le secteur éducatif à Débélé, dans la sous-préfecture de Mambia. L'école bénéficie des fournitures scolaires et du matériel informatique. Un don de Russal CBK pour améliorer la qualité de l'enseignement dans la localité. Aujourd'hui, comme les années précédentes, le CBK procède à la remise des fournitures scolaires aux directeurs d'écoles de Mambia et de Débélé pour plus de 50 millions de francs guinéens. Le don des fournitures scolaires est déjà devenu notre tradition annuelle. Ceci confirme que la CBK ne lésine pas sur les moyens pour soutenir le système éducatif dans la zone de présence. Je remercie très sincèrement la CBK pour tout ce qu'elle est en train de mener dans le cadre de l'épanouissement de nos écoles. C'est devenu une tradition dans cette localité. Chaque année, Russal CBK apporte du matériel didactique aux élèves et aux encadreurs de Débélé. Un appui qui a déjà porté ses fruits. Lors des derniers examens nationaux, la localité a enregistré des résultats encourageants. Si vous voyez qu'un enfant étudie bien, c'est parce qu'il a le livre, c'est parce qu'il a, tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment apprendre et à l'école et à la maison. Ce don sera utilisé par les enfants et il va contribuer à leur bonne formation. Entre construction, rénovation et équipement d'école, Russal CBK appuie le système éducatif dans la préfecture de Kindia depuis plusieurs années. Éducation encore, l'université Amadou Dieng de Labé met sur le marché de l'emploi une nouvelle promotion. Elle est baptisée Haga Aminatou Diallo. La cérémonie de remise de diplôme a été marquée par des activités culturelles et scientifiques. Les images de Sarafidine Diallo sont commentées par Falilou Diallo. C'est pour la première fois que le stade El Hadji Saïfoulaye de Labé est choisi pour une cérémonie de remise de diplôme.
Il s'agit de l'université Amadou Dieng. Elle marque la fin de cycle de la 3e promotion de la toute première université privée dans la région. Notre campus universitaire a été créé et ouvert en 2013 avec un effectif total de 92 étudiants en licence. À ce jour, le campus regroupe 538 étudiants, dont 281 filles. Sont inscrits en licence 221 étudiants et en formation professionnelle 317 apprenants. Aux entreprises publiques et privées, aux sociétés et ONG ici présentes, nous mettons à votre disposition des étudiants bien formés et capables de s'adapter à toutes les conditions de travail que vous imposez. Ils sont au total 123 étudiants, dont 46 filles à recevoir leur diplôme de licence, avec à la clé 30 cours obligatoires dans les filières comme la sociologie des organisations et celle de l'environnement, l'économie d'entreprise, le droit et le milieu. Chers décideurs du secteur privé, nous comptons sur vous pour transformer les difficultés du marché d'emploi en opportunités d'avenir. Car avec votre soutien, notre rêve peut devenir une réalité, qui est celui d'une promotion sans chômage. Cerise sur le gâteau, cet événement a coïncidé avec la remise d'un cyber, fruit de l'initiative présidentielle dotée d'une autonomie énergétique par le ministre des Télécommunications, pour améliorer le niveau de la formation au sein de cette institution d'enseignement supérieur. C'est tous les enfants de tous les campus de l'université Amadou Dieng qui ont bénéficié de ce don. Je remercie le professeur Alpha Condé pour son dévouement à la jeunesse guinéenne. Je remercie monsieur le ministre parce que toutes les fois qu'on lui donne des instructions concernant un institut donné, il le fait avec promptitude, avec beaucoup de foi, beaucoup de détermination. C'est le comportement des étudiants de l'université Amadou Dieng, de l'encadrement de l'université Amadou Dieng, ce sont ces actes qui ont poussé le président de la République à nous demander, à nous instruire, de venir aider cette université à aller vers l'innovation, en mettant à leur disposition un centre informatique polyvalent, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Depuis sa création, l'université Amadou Dieng de l'Abbé a mis sur le marché de l'emploi 312 diplômés. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir durant ces 3 jours. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Merci à toute l'équipe technique du jour. Merci à vous également pour votre obligeante attention. À très vite.